1983 sera l'année zéro de l'informatique, celle où nous serons capables de commencer notre effort ou celle où nous aurons décidé d'abandonner. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean-Jacques Servan-Schreiber, le président du Centre mondial de l'informatique, qui place beaucoup d'espoir dans cette technologie pour la communication, la formation et aussi la solidarité entre les hommes. Nous le retrouvons en direct de ce Centre mondial en compagnie de Georges Leclerc. Et oui Noël, nous rentrons maintenant dans le Centre mondial de micro-informatique situé en plein cœur de Paris, avenue Matignon. Ce centre qui, un mercredi à midi, vous le devinez, est rempli d'enfants. En fait, c'est un centre ouvert à tout le monde, de 10 h à 20 h. Le matin, bien sûr, il est plutôt réservé aux groupes, aux scolaires ou aux groupes constitués qui ont pris rendez-vous. L'après-midi, n'importe qui peut venir s'initier à la micro-informatique. Alors n'importe qui, aujourd'hui, nous avons des classes maternelles, nous avons beaucoup d'enfants. Cela vous montre un peu que la micro-informatique n'est pas du tout une science compliquée. En fait, j'ai dit science, je devrais peut-être pas le dire, c'est plutôt une technique ou même un art parfois, et les bambins que vous avez autour de vous sont là pour en témoigner. Le but de ce centre a été, lors de sa création en novembre 80 par François Mitterrand, de promouvoir l'informatique à la fois de façon culturelle et trouver des machines pas très chères et de trouver des ressources humaines dans le tiers-monde avec cela. Mais depuis le mois d'avril, mai dernier, physiquement elle est ouverte ici et vous avez donc ce spectacle quasiment tous les jours. Plus d'enfants le mercredi bien sûr que les autres jours de la semaine. Alors avant de passer la parole à Jean-Jacques Servan-Schreiber qui est le président de ce centre qui est ici, je voudrais vous montrer un peu comment l'informatique conquiert différentes couches de notre pays et en particulier l'industrie. Très précisément, je voudrais vous montrer grâce à un reportage de Philippe Dumez comment vos pulls verts sont peut-être déjà fabriqués grâce à l'informatique. C'est un reportage à La Roche-sur-Yon. L'industrie de l'habillement en France n'a pas la réputation d'être innovatrice dans ses méthodes de fabrication et c'est ce qui lui vaut souvent des problèmes de concurrence étrangère qui entraînent pas mal de faillites chez nous. Selon un sondage de notre confrère Industrie et Technique, cette profession utilise l'informatique comme les 2/3 des PMI, surtout dans le domaine de la gestion, de la comptabilité et de plus en plus dans le suivi de la clientèle. Ce sondage fait également apparaître que ce sont les entreprises qui ont commencé à informatiser leur production qui seront les plus dynamiques dans les prochaines années à continuer dans cette voie. La société Albert en Vendée en fait sûrement partie. Spécialisée dans le vêtement pour enfants et pour jeunes, elle a commencé il y a 2 ans par remplacer un certain nombre de travaux manuels par des ordinateurs. Ici, par exemple, à partir d'un modèle, c'est la machine qui va faire les calculs pour sortir des patrons dans toutes les tailles désirées. Fait assez surprenant, les employés, souvent très peu qualifiés, n'ont pas trouvé la reconversion à l'informatique trop compliquée et ils en apprécient même les avantages dans leur travail. En cas de doute dans une opération, cette machine à découper au laser fournira un patron pour vérification. Un des grands problèmes de la confection consiste dans le stockage des modèles et des formes. Eh bien, grâce à l'informatique, il devient maintenant possible de stocker indéfiniment sur des petites cassettes comme celle-ci, des modèles aussi nombreux que ceux-là. Et ici, il y en a des centaines et ils tiennent dans ces 2 cassettes, tout simplement. C'est tout simplement aussi à partir de ces cassettes qu'un autre ordinateur va poursuivre le travail. Quand on fabrique 2,5 millions de vêtements par an, le moindre bout de tissu prend de l'importance et là encore l'informatique va permettre de placer au mieux chacune des pièces pour le découpage futur afin d'éviter les pertes. Cette opération est donc plus facile à réaliser et se fait 10 fois plus vite qu'avant dans un local également 10 fois plus petit mais n'utilise plus que 3 personnes au lieu de 6. Alors l'informatique c'est peut-être un peu aussi le symbole du chômage. Eh bien non, car les économies que nous font réaliser ces nouveaux systèmes nous permettent d'obtenir des prix de revient améliorés qui nous permettent de vendre davantage et ainsi de créer des emplois dans d'autres secteurs, à la piqûre ou en administration par exemple. Si le coût de l'heure de travail n'avait pas augmenté de 26% en un an, il est sûr que cette usine serait très compétitive. Pour le rester, il faudra encore innover et ce n'est peut-être pas un mal. Alors Monsieur Servan-Schreiber, concrètement, est-ce qu'avec la micro-informatique que vous avez ici dans ce centre, on va pouvoir sortir de la crise à votre avis? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. La crise, c'est quoi? Des pays comme l'Europe, des pays comme la France, comme l'Amérique d'ailleurs, ont pris du retard, comme vient de le dire cet industriel,
dans la manière de fabriquer les objets. Des retards sur qui? Sur le Japon? Nous sommes en retard sur non seulement le Japon, la Corée, Formose, Singapour, l'Asie. Parce que l'Asie s'est saisie de l'informatique. Et que les robots, remplaçant les hommes, travaillent jour et nuit, sans salaire, travaillent très précisément et dans tous les métiers, y compris le textile, comme vous venez de le voir. Donc la course a commencé entre les robots qui sont imbattables pour remplacer la main-d'œuvre et qui vont arriver partout, qui vont arriver en France en particulier et en Europe, et la course entre les robots et les hommes. Alors la chose est simple. Les robots tuent les hommes non formés. Ils prennent leurs emplois. Mais les robots ont besoin d'hommes formés, d'hommes et de femmes formés, depuis le plus jeune âge jusqu'à des âges beaucoup plus âgés. Alors comment peut-on former donc des jeunes à cette civilisation où il y aura le robot comme... Pas seulement les jeunes, mais tout le monde. Tout le monde, oui. On peut former tout le monde au savoir-faire, sans lequel ces appareils ne sont rien. Ces appareils, c'est du fer blanc. On les fera facilement, on les fera très bon marché. Tout le monde doit en avoir. Le problème, c'est de former les gens. Il faut que la France devienne ce vaste chantier de formation. Et par exemple, l'un des exemples qui ont été donnés cette semaine, c'est que l'ensemble des grandes écoles de France, de Paris et de toutes les régions... Alors ça, c'est un plan très précis des grandes écoles. Comment vous le voyez? C'est le président de la conférence des grandes écoles qui l'a lancé avec l'accord de ses collègues. Tous les élèves sortant des grandes écoles, c'est-à-dire 12 000 par an, jeunes gens et jeunes filles de 20 à 23 ans, vont se mettre à la formation des jeunes chômeurs. Et je prends un exemple concret, ce n'est pas du futurisme, un exemple concret. Aujourd'hui même, une dame qui s'appelle Madame Christine Nora, qui est professeure d'informatique à l'école des télécommunications, a formé et continue de former des chômeurs. Et sa conclusion que j'ai là sous les yeux, que je vous dis, c'est qu'aucun de ces chômeurs qu'elle a formés au maniement de l'informatique, au savoir-faire, est resté sans emploi. Ils ont tous trouvé des emplois. Mais ça, c'est parce qu'on manque d'informaticiens aujourd'hui. Alors, quel projet vous avez pour développer l'informatique? Alors, le mot informaticien est un peu trompeur. On aurait l'air de dire que ce sont des grands spécialistes, des prix Nobel. Non. Il y a toute la gamme. C'est que si vous me disiez, on manque de gens qui savent lire et écrire. Il faut apprendre l'informatique comme on apprend à écrire. C'est aussi simple, ou même plus simple. Ces enfants-là, en ce moment, avec leurs crayons électroniques et leurs graphiques, apprennent plus vite à saisir et à maîtriser, à utiliser l'ordinateur que l'on apprend à lire et à écrire. Les enfants, et ensuite ces enfants, entraînent les adultes, qui sont les meilleurs enseignants. Alors c'est une immense aventure qui doit nous porter à l'optimisme à condition qu'on rattrape ce retard. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites? Année zéro, c'est maintenant. Voilà, mais qu'est-ce que vous allez faire pour rattraper le retard? Vous avez une vocation mondiale, ça ne s'appelle pas Centre mondial pour rien. D'abord toute la France. D'abord toute la France. Alors ce n'est pas ce centre à lui tout seul qui va pouvoir informatiser le monde de la France. C'est ridicule. Vous en avez en France déjà d'autres centres de ce genre? Ce centre doit essaimer, doit engendrer toute une série d'autres centres. En France, dans toutes les régions françaises, ça a commencé. Nous sommes à Marseille, nous sommes à Nevers, nous sommes à Montpellier, nous sommes à Nancy. Je veux dire, des gens y sont, pas moi. Les gens partout prennent des initiatives. Et dans le monde, les pays du tiers-monde, comme Dakar au Sénégal, comme la Colombie où je vais ce mois-ci, se mettent à faire passer directement les enfants et les adultes au savoir-faire en informatique plutôt que de devenir main-d'œuvre industrielle condamnée. Et d'autres pays, comme le Canada, s'associent avec la France dans cette grande croisade mondiale pour la formation des hommes. Le seul investissement aujourd'hui qui soit sûr, c'est dans la formation des hommes, jeunes et moins jeunes. Comment vous vous complétez avec les 170 clubs de micro-informatique en France qui s'appellent Microtel ou les clubs Ademir dans les écoles, dans les lycées? Que toutes les grandes écoles, c'est-à-dire 112 grandes écoles de France vont s'y mettre. Il faut que les centaines de clubs qui existent déjà deviennent des milliers de clubs. Il faut que dans chaque village, il y ait un club informatique à côté de l'école où on apprenne l'informatique et allons jusqu'au bout, c'est-à-dire dans les 2 ans qui viennent. Il faut que chaque Français puisse, dans les 2 ans qui viennent, puisse se servir d'un ordinateur, sans manuel, sans cours. Il se met devant, il parle avec l'ordinateur et il apprend lui-même. Les enfants savent déjà faire cela, ils vont l'apprendre aux adultes. Et vous allez voir ce phénomène qu'on a toujours... Il y a 2 ans, quand nous avons parlé de ces choses, il y a moins d'1 an, quand on a créé ce centre, ça paraissait utopique et lointain. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un ordinateur, les gens ne croient pas encore qu'ils pourront
s'en servir, tous les enfants le savent et savent s'en servir, ceux qui s'y mettent. Il suffit de leur en donner un. Donner un. Le seul vrai obstacle à ce que les gens maîtrisent le savoir-faire pour que l'ordinateur devienne leur esclave, leur moyen de créer, leur moyen de travailler, et qu'ils trouvent donc des nouveaux emplois. Le seul, pour le moment, vrai obstacle, c'est que l'ordinateur demeure trop cher. Il faut des ordinateurs très bon marché, moins de 1000 francs. Oui, pour l'instant, c'est 5000 francs la plupart des machines que vous avez ici au minimum. C'est déjà un progrès. C'est moins cher qu'en Amérique, par exemple. Mais il faut aller beaucoup plus bas pour que chacun puisse vraiment, sans difficulté, avoir un ordinateur. C'est l'ordinateur individuel. La course est entre le robot et l'ordinateur individuel. Notre effort, et l'effort français, la politique française doit être vers l'ordinateur individuel à la disposition de chacun pour les nouveaux emplois. Oui. Un robot qui chasse les anciens emplois n'est rien, le robot, sans les hommes et les femmes qui vont lui apprendre à faire des choses. Ils vont lui apprendre en maniant l'ordinateur. Un robot a besoin de centaines d'hommes et de femmes qui manient un ordinateur pour lui faire des choses à ce robot. Et c'est à ce moment-là qu'il fabrique. Pourquoi est-ce qu'en France aujourd'hui, réfléchissons une seconde, parlons pas des magnétoscopes. Nous ne fabriquons pas une machine à écrire française, nous les importons. Nous ne fabriquons pas une photocopieuse française, nous les importons. Nous importons les machines-outils. Nous importons pourquoi? Parce que les Asiatiques fabriquent ces choses. Mais nous fabriquons des micro-ordinateurs. Il y a ici des micro-ordinateurs français en grande quantité. On vient de commencer maintenant, en 83. Il faut aller très vite. Il faut en fabriquer des centaines de milliers, puis des millions dans les 2 ans qui viennent. Monsieur Servan-Schreiber, vous m'entendez? Oui, très bien, Eh bien, je vous demande de rester avec nous parce que je voudrais vous présenter maintenant une illustration des propos que vous venez de nous tenir et de tenir à ces enfants au Centre mondial de l'informatique à travers